Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois. Ce sont les retrouvailles d'ailleurs de rentrée avec les équipes du Café de la Bourse. C'est Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, qui est à mes côtés pour ce quart d'heure pédagogique dans Smart Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Redites-nous un petit mot. Café de la Bourse qui se décline. Alors il y a Café du trading, Café du patrimoine, c'est ça hein? Tout à fait. On a tout le spectre. Tout le spectre pour accompagner l'investisseur particulier selon son horizon de placement et le risque qu'il est prêt à prendre. Donc du coup, trading, c'est les investisseurs court terme, très actifs, qui prennent du risque. Café de la Bourse, c'est l'entre-deux, la gestion de portefeuille boursier, les actions. Et Café du patrimoine, ça va être les investisseurs moyen long terme avec une approche patrimoniale sur des produits type assurance vie, SCPI, problématiques de gestion de patrimoine, etc. Donc ça permet vraiment de couvrir tous les besoins en fonction des objectifs des investisseurs. Puis, on peut être un peu les trois à la fois. C'est aussi l'idée, Louis, c'est ça. Hein. C'est pour ça que c'est regroupé, parce qu'on va avoir des besoins différents. C'est pas interdit. Voilà, on va avoir des poches. Au contraire, il faut. Le trader peut regarder à long terme, et l'investisseur de très long terme peut aussi se prendre d'intérêt et de passion pour des opérations un peu plus court terme. Pour un actif plus spéculatif, tout à fait, ouais. La question d'ailleurs est très ouverte, c'est une très bonne question de rentrée, c'est un classique, j'allais dire, dans la pédagogie boursière. Comment investir 10 000 € en bourse ? Oui, ça c'est une question que beaucoup d'investisseurs se posent. Lorsqu'on arrive à avoir réussi à mettre de côté 10 000 €, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, non mais très bon point. C'est 10 000 € qu'on a réussi à mettre de côté et dont on n'a pas besoin. C'est pas de l'argent qu'on va emprunter à son banquier pour tout commencer. On est d'accord. Ou quelque chose ou un montant qu'on a besoin tous les mois pour financer son train de vie. Oui, c'est vraiment de l'argent qui peut être mobilisé et qui permet d'investir à moyen long terme sans avoir à se préoccuper justement des imprévus de la vie. Et ça, justement, c'est une épargne de précaution. Ça, il faut l'avoir à part. Évidemment, ça rentre pas dans ce spectre-là. L'épargne de précaution, c'est si jamais il y a un problème avec sa voiture, avec sa chaudière ou autre, un petit accident, à ce moment-là, il faut avoir de l'argent dans lequel on peut piocher tout de suite, de manière liquide et sans risque. Bon, comme on débute, une fois qu'on a ces 10 000 €, qu'on a cette réserve d'épargne liquide, disponible et dont on n'a pas forcément besoin pour les prochaines années, comment ça se passe concrètement ? Alors, je pense que la première chose à faire, c'est ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action, pour prendre date. Il faut savoir que le PEA, ça propose des avantages en matière de fiscalité en fonction de la date d'ouverture. Donc, c'est important de prendre date, d'ouvrir ce PEA-là pour justement investir à l'abri de la fiscalité. Et lorsque, au bout de 5 ans d'existence du PEA, on souhaite sortir un certain montant, à ce moment-là, on va pouvoir ne pas payer d'impôt sur le revenu. Il y aura toujours les prélèvements sociaux. Mais c'est quand même un avantage non négligeable. Donc, par rapport à ça... Et ça, on peut même le faire, même si on n'a pas tout de suite les 10 000 €, on peut, comme vous dites, prendre date. C'est ça. C'est important. Oui. Même si on met, je ne sais pas, 500 €, oui, 1 000 €, tout à fait. Prendre date en ouvrant son PEA. Alors, une fois qu'on l'a ouvert... à ce moment-là, on va commencer à pouvoir investir avec une stratégie de stock picking, donc de sélection d'actifs, enfin d'actions. Et par rapport à ça, il faut vraiment prendre en compte son profil investisseur et du coup avoir une stratégie claire qui correspond à ses besoins. Je peux prendre un exemple. Si on a besoin de revenus récurrents, à ce moment-là, enfin si on souhaite avoir une performance qui génère du revenu, on peut aller regarder des entreprises bien établies qui versent des dividendes. C'est une stratégie de dividendes. Pour les personnes qui ont un horizon plus long et qui souhaitent pas générer de revenus réguliers, elles peuvent utiliser une stratégie de croissance, growth, pour aller identifier des valeurs qui seront les valeurs de demain, qui ont une forte croissance du chiffre d'affaires, mais qui ne réalisent pas de bénéfices, donc ne versent pas de dividendes. Donc ça, c'est une autre approche. Il y a vraiment de nombreux critères possibles. Au Café de la Bourse, par exemple, on a fait quelque chose d'intéressant. On a pris des grosses capitalisations, donc des blue chips, et on a identifié des valeurs plutôt stables en regardant leur drawdown, c'est-à-dire la volatilité, la perte maximale pour un investisseur qui rentrera au pire moment, et regarder aussi une rentabilité globale sur le moyen long terme, c'est-à-dire dividendes plus hausse de cours. Et comme ça, on peut identifier des valeurs solides type Air Liquide, Sanofi, enfin des bonnes valeurs de fonds de portefeuille. Je pense qu'il faut commencer par là au sein de son PEA. Mais comme vous dites, il ne faut jamais perdre de vue
l'objectif qu'on se fixe, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique c'est une logique d'investissement, c'est une logique patrimoniale, mais il faut avoir un objectif. Et en fonction de l'objectif de vie, entre guillemets, que vous vous fixez par rapport à cet investissement boursier, vous allez avoir différentes manières de faire, différentes catégories d'actions dans lesquelles investir. Mais bon, tout ça, c'est une autre chronique, entre guillemets. Une fois qu'on s'est lancé dans l'achat de titres en direct, hein, puisque c'est comme ça qu'on peut fonctionner, notamment à travers le PEA. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, justement, dans la stratégie qu'on élabore ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs points, mais le plus important, je pense que c'est la diversification. On avait fait une chronique ensemble sur ce sujet-là. La diversification, il faut qu'elle soit numéraire, géographique, sectorielle, surtout avec 10 000 euros. Parce qu'avec 10 000 euros, il y a quand même des actions, si on prend Hermès, une action Hermès, ça vaut 2 000 euros à peu près, un peu moins, mais plus ou moins. Donc du coup, pour bien diversifier, il faut aussi peut-être utiliser d'autres produits financiers. Je pense aux ETF. Donc les ETF qui vont nous permettre, avec un montant moins d'une centaine d'euros, de quelques milliers d'euros, avec un ETF, d'être investi sur un indice. Ça peut être un indice CAC 40 ou un indice Nasdaq. D'ailleurs, ça permet de contourner un autre problème du PEA. C'est-à-dire qu'avec le PEA, on est limité aux valeurs de l'Union européenne, principalement. Et donc du coup, avec des ETF, avec la réplication synthétique, on peut aller prendre un ETF Nasdaq et du coup diversifier de manière géographique aussi. Ouvrir son univers d'investissement. Ça, c'est un truc qu'on me rappelle souvent. Il y a un seul truc gratuit dans la finance, c'est la diversification. C'est le seul truc qu'on ne vous fera pas payer dans l'industrie de la finance, la capacité à vous diversifier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a 10 000 euros à investir Alors, une autre possibilité, c'est ouvrir une assurance vie. Et même chose que le PEA, avantage fiscal, si on prend date, et si en fonction de la date d'ouverture. Donc pareil, même remarque, même si on a moins de 10 000 euros, ça peut être intéressant d'ouvrir une assurance vie avec 500 euros ou 1 000 euros pour prendre date. Et après, du coup, on a des avantages là au bout de 8 ans dans ce cas-là. Puis après, il y a des abattements, il y a des avantages en matière de transmission. Enfin voilà, on va pas... Non, ça a un intérêt, ça a plusieurs intérêts, effectivement. Voilà, exactement. Et une fois qu'on a l'assurance vie, là, on va aussi pouvoir investir en bourse, mais de manière intermédiaire généralement, parce que c'est plus intéressant de prendre des unités de compte sur des fonds, sur des OPCVM au sein de l'assurance vie, parce que c'est là où il y a le plus de choix. Et je pense à quelque chose qui peut être complémentaire à ce que je viens de dire sur le PEA, c'est par exemple aller identifier des fonds gérés des fonds thématiques qui sont gérés par des géants qui ont des convictions fortes sur des thématiques d'avenir, des méga-trends, sur l'ISR, sur l'intelligence artificielle. Là, ça peut être intéressant aussi, du coup, de continuer à diversifier et de confier la sélection, le stock picking à des gérants professionnels. En sachant qu'avec l'assurance vie, c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir de la gestion pilotée sous mandat, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne même pas nous-mêmes les fonds, on donne les clés du camion à une société de gestion qui va sélectionner les fonds, les SICAV, pour nous. Si on le fait soi-même, attention, parce que dans les fonds, on parlait de la diversification tout à l'heure. Si vous empilez plusieurs fonds les uns à côté des autres, il faut quand même regarder un peu ce qu'il y a dedans pour vérifier qu'on reste quand même bien diversifié en matière d'investissement et qu'on ne se retrouve pas avec les 40 mêmes valeurs dans les 4 fonds. Ça peut arriver. Je veux dire, il y a beaucoup de fonds, beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans plein de stratégies, dans plein de thématiques, etc. Donc il faut quand même être attentif à ça. Donc il faut vraiment aller regarder, surtout que les fonds vont avoir une stratégie, vont avoir un cadre, mais parfois ça déborde aussi un petit peu. Donc il faut vraiment aller regarder sous le capot les lignes exactes qui sont détenues par les géants. Qu'est-ce qu'on fait si on a beaucoup plus que 10 000 euros à investir? D'ailleurs, 10 000 euros, c'est un bon chiffre parce qu'effectivement, ça oblige quand même à être rigoureux dans sa gestion et 10 000 euros, on n'a pas envie de flamber 10 000 euros comme ça sur le marché. Si on a beaucoup plus que 10 000 euros, comment on peut organiser les choses? Là, il y a encore plus de possibilités. Parce que là, ce que j'ai évoqué, c'est vraiment... On commence à pouvoir faire des choses avec 10 000 euros en bourse, mais il faut rester quand même dans certains cadres pour démarrer. Mais effectivement, si on a un montant plus important, là, on peut continuer à diversifier
et aller, par exemple, regarder du côté des small et mid cap, des petites et moyennes capitalisations qui vont être plus risquées, mais à long terme qui sont censées générer une performance plus élevée. On peut aussi regarder du côté du non-coté, donc ça va être des actions, le private equity. Là, il y a de plus en plus de possibilités pour l'investisseur particulier. Donc ça, c'est une autre axe qu'on peut élaborer. On peut en mettre dans l'assurance vie aujourd'hui, du private oui, equity. tout à fait, totalement. Et ça peut être aussi dans le cadre d'un PEA, PME également. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Et du coup, avoir cette approche, ce qu'on disait là, globale. Donc regarder d'autres classes d'actifs, ne pas se cantonner évidemment aux actions. On a évoqué l'assurance vie. L'assurance vie, ça permet de se positionner sur les fonds euros qui sont majoritairement investis en obligations. Là, ça revient fort avec la hausse des taux, donc ça devient intéressant de regarder les nouveaux fonds euros contrats. aussi, les nouveaux contrats. Et pour les personnes qui veulent encore plus diversifier et aller identifier des actifs plus risqués, évidemment, on peut regarder des cryptos, on peut regarder les matières premières comme l'or ou le pétrole. Enfin voilà, là, il y a beaucoup plus de choses possibles qu'on peut faire via un compte titre, par exemple. Bien sûr, oui, ça donne une allocation, une surface d'allocation d'actifs beaucoup plus importante de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette chronique de rentrée. On vous retrouve une fois par mois dans Smart Bourse, le 3e vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45 si vous nous suivez en direct, mais à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse, qui était avec nous en plateau pour clore cette semaine.